Bonjour, Joanne Saint-Gelais, agente de développement culturel pour la ville de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, le 29 mars, dans le cadre de l'émission La culture en action, on a le bonheur de recevoir M. Jocelyn Bérubé, conteur, comédien, musicien, qui est présent et qui est là pour nous dans le cadre de son spectacle Au pays des légendes. On va avoir la chance de voir un extrait de son spectacle, mais on a aussi eu le temps de lui poser quelques questions. Dans vos contes, là, quand vous faites des contes, absolument, parce que, évidemment, c'est votre métier, est-ce que vous écrivez le plus souvent vos contes ou vous allez des fois en chercher dans le répertoire? Je fais les deux, moi. OK. Autant le répertoire, parce que c'est lui qui était ma première matière, le répertoire traditionnel, les contes d'anciens, les contes merveilleux, ce que j'entendais de la tradition, en fouillant aussi dans des livres, ou quelques petits collectages. Je n'ai pas fait beaucoup de collectages, j'ai fait plus sur le violon, collecter des violonneux, des joueurs de violon, musiciens, c'est plus mon domaine que j'aimais. Et les contes, c'est un peu à côté. Le violon m'a amené à compter. Mais un monsieur qui était conteur à Matane, dans un foyer d'accueil, c'est comme ça que je l'ai récupéré par ma mère qui m'a dit que M. Desrosiers, dans son temps, comptait, il doit compter encore, il n'est pas décédé. Alors, comme de fait, c'est un conteur de la tradition. Alors, lui, il comptait des contes de Tijan. C'est un personnage très fréquent dans les contes québécois, les contes merveilleux, qui au fond sont des contes qui souvent viennent d'Europe, même de plus loin encore, parce que les contes voyagent, ils voyagent avec le monde. La migration, les chambardements des gens qui s'en vont travailler ailleurs, les pères, souvent les mères entendent ça, content ça aux enfants, les enfants grandissent, se racontent, c'est l'oralité. Et ces contes-là, M. Desrosiers comptait ça. Alors, des petits chants, la princesse, les contes merveilleux, les objets magiques, tous les merveilleux, là, ça. Alors, c'était un peu mon crime, mon terroir, mon terreau, les premiers. Puis, tranquillement, après, ben, un peu comme pour Alexis le Trotteur, pas trop on en parle un peu. Alors, là, il faut que je l'écrive, l'histoire. Mais là, le personnage est là, lui. Il y a le livre de Jean-Claude Larouche, il y a un paquet d'exploits là-dedans. C'est un éducateur physique de Jean Kerge, qui a fait un livre sur Alexis le Trotteur au début 70. Au bouquin, alors c'était une matière aussi. Mon grand-père, le père Germain Lemieux, qui est un ethnologue qui a fondé le département de l'université de Sudbury, qui est décédé maintenant, qui était un Gaspésien de Cap-Char. Le père Lemieux avait collecté, puis quand à un moment donné, j'ai vu le père Lemieux dans un événement de conte à Montréal, il m'a dit, tu fais Alexis le Trotteur, je vais t'envoyer des photocopies par télécopieur. Il m'a envoyé ça de l'université. Alors, tu sais, c'est toutes des matières que je recevais d'un peu partout. Puis Félix-Antoine Savard, qui était bien important, hein. Charlevoix aussi, des pages extraordinaires, on ne parlera pas de Menot, tout ça. Et, alors, il y a des passages sur Alexis un peu aussi, des belles images d'un poète, Monseigneur Savard. Puis là, Marius Barbeau, qui avait fait des connectes dans Charlevoix en vélo dans les années, avec un rouleau de cire, des rouleaux de cire, tu sais, des magnétophones dans le vélo. Puis Louis Laveugle, qui était un chanteur de Charlevoix. Et aussi que Alexis était un incontournable. Il y a toujours des petites matières d'Alexis là-dedans. Là, tu picosses un peu partout. Puis là, tu rassembles ça. Puis là, il faut que tu crées par ça de ça. C'est là où ta question. Il faut que tu inventes. Tu fais ton écriture. Tu l'écris. Moi, je l'écris. Après ça, pas ça, il faut que je l'oublie. Il est toujours en mouvement, comme il n'est jamais arrêté. À chaque jour, à chaque fois que je fais Alexis le Trotteur, un exemple, ou un autre conte, il n'est jamais pareil. Il y a toujours quelque chose qui est différent, dépendant des gens qui sont là. Il y a toujours des fois, c'est pas beaucoup qui est différent, mais ça sera jamais exactement pareil. C'est pas comme un livre, c'est l'oral. Mais tu as ta matière que tu as bien travaillée. T'essaies, en tout cas, si c'est possible. Et c'est de la création. Et j'en invente aussi. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais vous avez eu la chance, ou en tout cas, vous êtes allé chercher, vous avez beaucoup de documentation pour vous appuyer, sur laquelle vous pouvez par la suite là, créer. Oui, la matière, tu ne crées pas à partir de rien non plus. C'est le réel qui t'inspire. Hein. Le réel, il peut être toutes sortes de réel, il peut être du merveilleux, mais c'est la réalité. La réalité est souvent plus... Elle dépasse la fiction, qu'on peut voir. Puis on le sait bien aux nouvelles, de temps en temps, avec des catastrophes épouvantables, que tu te penserais en l'an 1000, tu sais, de génocide, il y a 60 000 morts.
pas plus grave que ça, mais tu sais, on est au Moyen-Âge, là. On est dans. Comment ça se fait que ça existe encore, ces choses-là, dans l'époque où on vit? Mais c'est le même, des cataclysmes épouvantables. Juste à parler de train, par exemple, je te parle d'Alexis qui il est frappé par un train par en arrière, tu sais, l'année passée, le train d'un coup qui devient un monstre épouvantable qui fait sauter un village. Tu sais, c'est impensable. D'ailleurs, ça dans un film américain, il y a de beaux effets spéciaux là-dedans, puis c'est épouvantable. Mais les héros, ils ne triomphent pas là-dedans. Il n'y a pas de héros qui triomphent, c'est la réalité. Le train va devenir un personnage mythique. Ben oui, à son tour, il va devenir de vivant. Tu sais. Ben, comme tu vois dans le conte, c'est comme un centaure, tu sais, quelque part en fer. C'est le cheval de fer. Oui. Les Indiens, ils l'appelaient cheval de fer. Puis il y a un œil. Il n'est pas reposant. Il faut s'en enlever quand tu parles. Enlever du chemin. Révélez-nous pas toutes les punches de votre conte, là. Vous êtes musicien, vous êtes conteur, vous êtes comédien. Ça fait quand même plusieurs cordes à votre arc. Vous avez produit des livres oui, on est CD. sorti même l'année dernière, dans l'automne 2013. Puis là, on va avoir justement votre récent spectacle là, au Pays des légendes, samedi le 29 mars. Qui est un univers de légendes, de légendaires, qui peut autant se promener dans des personnages sur Terre, qui peut partir sur la mer aussi. En revenant dans Charlevoix, ce qui est un pays de marins, de bateaux, tu sais, c'est Charlevoix aussi, entre autres la mer et aussi la forêt, hein, c'est les deux Charlevoix. Mais c'est aussi ce côté marin, quand tu vois, on oublie parce que le fleuve a perdu sa tradition maritime. Tu sais, les goélettes, les transports par bateau, oublie ça, là, tu sais, les villages ont perdu leur quai souvent. Donc, en fait, mais tu sais, Charlevoix, alors j'ai un peu. Vous allez mettre du Charlevoix. Une légende de mer aussi, de fleuve. À chaque fois que vous faites votre spectacle, si je comprends bien, puis là, dans le cas de Charlevoix, donc au Pays des légendes va être différent au Pays des légendes quand vous allez le faire à un autre endroit. Le lieu vous inspire, là. C'est comme t'as une exposition de tableaux, puis là, à un moment donné, qui est sur un thème. Puis là, ben, faut que tu choisisses dans tes tableaux là-dedans que tu vas apporter. Tu vas, que tu empruntes, tu vas ramener après. Tes empreintes, alors tu choisis ceux-là, dépendant où est-ce que tu t'en vas aussi, pour remonter tes tableaux. C'est comme les portraits, les images. Puis là, tu les ramènes. Puis une autre fois, ça sera peut-être tout un éventail de tableaux qui sont des histoires, des légendes. Puis des personnages, des fois, tu as dessiné, tu as peint en mots. Ou un paysage de mer, ou de bateau, tu as peint avec sur la mer des mots. C'est la mer, c'est les paroles, puis la grand-mère. Ça sort sur une mer de mots. Hein? Les gens naviguent. Vous utilisez aussi, en fait, dans votre conte, vous êtes musicien, votre violon est aussi présent vous utilisez votre violon dans vos contes. Oui, pas toujours. Quand je trouve qu'il est pertinent dans l'histoire, je le mets. Bon, je ne veux pas radoter sur Alexis, mais il est un petit peu présent dans Alexis parce qu'il fait le train à un moment donné. OK. Alors, il est un peu intégré dans le conte. Mais sinon, il peut être avant, après une histoire, dépendant des histoires aussi. Il y a un peu d'accordéon aussi. En fonction aussi toujours d'une histoire. J'en ai une, entre autres, de Forgeron, où il y a l'accordéon. Il est très important parce qu'il devient, je ne dirais pas un personnage à la fin, mais il faut qu'il soit là. Alors, je me suis mis à l'accordéon à un moment donné, l'accordéon à bouton. Et souvent, c'est en entendant l'ensemble folklorique de Baie-Saint-Paul des années 70. Pas si ça existe toujours encore. Il y avait fait des disques pour le Tamanoir, entre autres. J'avais ça, moi. J'écoutais. C'était tous des morceaux il y avait beaucoup de morceaux là qu'on connaissait parce que c'était des morceaux de la tradition. C'était un exemple. Et des musiciens aussi des éboulements. Tu sais, le Tamanoir avait beaucoup de connects dans ce coin-ci aussi. De collectage de musiciens. L'accordéon est un instrument très important dans la musique traditionnelle. Alors, je me suis mis un peu là-dessus. Ça vous a inspiré? Ça m'a inspiré. C'est inspirant. Oui. Ah ouais. Faut pas prendre ça, c'est de la matière, faut pas prendre ça comme c'est vieux. Tu sais. Ah non, il n'y a rien qui est vieux. Le vieux, c'est l'avenir. Il faut s'en servir. Il faut savoir comment s'en servir. Il faut savoir comment s'en servir. Mais si au départ, tu dis, ah non, c'est pas comme des enfants qui.
Ils te font un plat extraordinaire, tu sais, c'est de fumée là-dedans, tu as travaillé comme un fou, une folle pour faire quelque chose de beau, puis ils disent « Ah, c'est pas bon », puis tu sais, ils veulent un hamburger, tu sais. Ça, c'est le bout. Alors, tu sais, mais goûtez-y, tu sais, vous n'y avez pas goûté. Non, tu sais, c'est des préconçus, tu sais, c'est des images. Ah, c'est pas moi, tu sais, c'est pas, hey, lâchez-moi, là, tu sais. Allez voir, allez écouter. Et après, vous ferez votre jugement. Hein. Mais c'est souvent préconçu parce qu'ils ont entendu « Oh non, on a déjà mangé du... fait de même si c'était pas bon. » Mais là, c'est pas par celui ou celle qui l'a fait. Ou, c'est pas le même, tu sais. Il y a du riz, mais c'est pas le même que... C'est un autre riz. Ou c'est des patates, là. C'est pas... ça vient pas de... Je sais pas, je ne pas faire de la publicité, mais tu sais, c'est pas... c'est pas une fast-food, là. En tout cas, juste pour faire une image que la tradition ou des peintres, ou ah non, je ne peux pas voir ça, c'est des peintres naïfs, ou c'est... Le spectacle sera pas le même, le conte de cet après-midi sera pas le même. C'est une Puis moi, je ne invitation. serai pas le même, parce que je vais avoir vieilli un peu plus encore. Encore un peu. Je vous remercie beaucoup, M. Bérubé. Ça m'a fait plaisir. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas là, je ne serai pas là non plus. Alors, c'est un partage, c'est un échange. Il y a une phrase de conteur qui commence souvent par marche, marche, marche aujourd'hui. Aujourd'hui, marche demain. C'est en marchant qu'on fait du chemin. Le seul coup où tu peux t'arrêter, c'est pas toi qui l'auras voulu. C'est la vie qui t'amène. Et marche, marche. Mais quand je viens dans le beau, extraordinaire comté de Charlevoix, eh bien, c'est plein de traditions. Et il y en a sûrement ici, comme je me rappelle dans un reportage que j'avais vu sur tradition comme par chez nous, les gens qui sont sur la route. Hein. J'avais vu comme Marius Barbeau qui avait enquêté, Marius Barbeau qui s'est promené en vélo début du 20e siècle, avec des rouleaux de cire pour enregistrer des vieilles chansons, dont un de Louis l'Aveugle, c'était une espèce d'itinérant qui jouait de la biourne. C'est une espèce d'instrument qui était un peu comme un violon, qui avait patenté, qui avait des grandes chansons du Moyen-Âge. Et aussi des gens du village de quêteux. Quête. Hein. C'est itinérant, comme on dit aujourd'hui, mais les gens, en tout cas chez nous, quand il passait, lui, on lui donnait l'hospitalité. On lui donnait à manger. S'il pouvait faire un petit travail, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Continuez ça. Quêteux de campagne. Mais le temps change et comme on dit, le vent tourne. Et je vais vous faire le portrait pour commencer parce que ça tombe bien de faire des portraits. On est dans une belle galerie de tableaux, d'art. Hein? Et je vais faire mes petits portraits aussi. Alors, je vais un petit peu comme un peintre du dimanche. Même si on est du samedi soir, ça pourrait pareil. Et raconter pour commencer, le chemin va m'amener jusque-là, peut-être un des derniers, en tout cas, par chez nous, de ces quêteux de campagne. De ces gens qui passaient, puis on ne savait pas d'où ils restaient tout le temps. Ils continuaient leur route. Et ça se passe dans un temps où le temps change, que l'époque aussi. On est entre jonction. Et le conte, il commence, parce qu'au mec, il commence quelque part. Il commence au mois de mai. C'était un jour de noces. Ah, il n'y a rien de plus beau que ça. Hein? Une noce. Le mois de mai, cette année-là, était chaud. Je ne sais pas si cette année, on va le connaître aussi. Peut-être surprise, j'espère que non, des belles surprises. Comme on dit, si l'hiver a été si frais, l'été devrait être bien chaud. Que ça se balance quelque part. Tout ce qui est tombé en neige, on ne va pas nécessairement en eau. Il y a pas mal d'eau qui est déjà tombée. Mais le mois de mai était chaud, le gazon devant était tondu de près. Les hommes aussi. Sur le 31. Puis les femmes sur le 36. C'était une sacrée belle noce. Tout le monde était joyeux. Jusqu'aux enfants. Gavés, si on veut dire.
de gâteaux de noces, puis surtout de petites colas en jumbo, jusqu'aux oreilles. Gazés bien raides jusqu'au plafond, avec des bulles qui les sortaient, pas par les oreilles, mais du moins par le nez, puis qui regardaient, sans bouger. Une des premières émissions de Pépinot et Capucine. Pour les enfants, c'est le Moyen-Âge. Le conte du Moyen-Âge. Sur un étrange appareil, sûrement le cadeau de noces le plus extraordinaire, le plus sorcier et le plus magique qui pouvait arriver. Une télévision. Elle est noire et blanc, et on imagine les couleurs, on imagine ce qu'on n'a pas. Puis au moment où les adultes, eux autres, se disaient que ça va être l'heure tantôt d'aller faire le train, c'était pas aller le prendre, parce qu'ils ne passaient pas là, et allaient soigner les animaux, à l'état, tirer les vaches, etc. Une petite fille pendant ce temps-là, indique de son bras tendu un homme qui s'en vient au loin en poussière, sur la route, encore en terre. Il n'y a pas eu d'asphalte, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a eu des promesses d'élection, l'asphalte allait arriver, mais c'est jamais arrivé. Il y avait un pont à un moment donné, mais il n'y avait pas de rivière. La rivière devait arriver plus tard. Il y avait rempli une partie de la place. Là, la vieille légende de mère, marin du fond des âges, elle dit bon, je vais ajouter des affaires dedans. Voilà. Bon, la développer, puis c'est du terreau, hein, du terreau de terroir. Et puis alors, j'ai pensé à mettre ça dans l'histoire, puis je peux vous raconter ça. Bon, après, vous allez savoir comment les vents sont arrivés. Oh, ma foi, c'est fatigant, tiens, avant de chanter, j'ai une idée. J'ai mon violon, ça me rappelle. Cahier 2 de la bonne chanson de l'abbé Gadebois. Je pense à la page 57 61. On commence à faire 1, 2, 3, 4 pour une autre. 1, 2, 3, 4. Des belles voix d'air, ça dit au vent, ça le nommé, des bonnes cas. Bon, alors, on fait toute pratique. Alors, je vous garde pour la faire, ça. Alors, c'était au temps où les gens coulaient en salive, comme des ruisseaux. Des ruisseaux qui débouchent sur la grande mer des mots, qui les transportaient au gré des jours. À défaut que ce soit au gré des vents. Parce que ceux-ci, sur terre, et donc sur mer, étaient encore à peu près inexistants. Oh, il y avait bien dans l'air de ce temps, des bruissements de brise, légers. Mais c'était seulement qu'on disait des soupirs de l'air, qui trouvait son comparse le temps, bien lent à passer. La mer, donc, toujours calme, produisait que des petits vagues à l'âme. Et les bateaux, petits et gros, allaient donc forcément à la rame, hein? Et s'y voguaient à la galère, on dit. C'est inutile de vous dire comment pour les gens de mer, les voyages se verraient longs, pénibles, puis harassants. Mais, comme on disait aussi, hein, là où il y a mer, il y a pirate. Un jour, en effet, un capitaine, viré complètement démoniaque, appelé Hoggeltwit, devenu de la graine de pirate certifié,
et à la cervelle outrancièrement enflée, comme on dit, il y aurait eu vent. Ça, écoute, là, je peux pas vous dire comment, hein, vu que vous savez ce que je viens de vous dire, en fait, sur les vents. Disons, il y aurait eu quand même vent de l'existence d'une île fabuleuse, inhabitée, appelée justement l'île au vent. Et sur cette île, située au bout du monde, un redoutable triumvirat de vent, paraît-il. Vent d'est, vent d'ouest, vent du sud, placé sous l'espèce de gouverne d'un amiral à bord nommé Vent de Nord. Il contrôlait, comme on dit, l'espace et le temps. Il y faisait, si on peut dire, comme on dirait, la pluie et le beau temps. Mais en fait, c'était un triumvirat, de la même manière que va le dire plus tard M. Dumas, ses mousquetaires, les trois qui étaient quatre. Dans la caboche empoulée de ce capitaine viré complètement dégénéré, pilleur de bateau, germaient des idées de grandeur sans limite. Sans limite de crédit à s'approprier pour son propre profit. Donc, l'idée devenue fixe de trouver l'emplacement de cette île unique, de s'y rendre, et dit capturer les vents pour son propre compte, avec l'espoir ultime de s'en servir comme arme, force et pouvoir imbattable pour, et là, tenez-vous bien, pour conquérir le monde. Dans les derniers siècles qu'on a vécu, ou avant, vous savez bien que toutes ces idées farfelues, ça n'existe plus. Mais un seul être, hors du commun des mortels, pouvait l'aider dans sa quête. Le diable! Le diable! Avec le temps, on aurait dit qu'il lui déboulait un peu plus vite le temps. Le marteau résonnait moins fort sur l'enclume, puis le feu dans l'âtre vivotait un peu plus que ça. Par sa fenêtre, les toiles d'araignée de moins en moins à enlever. Il voyait un peu comme changer le paysage, les machines chat, s'ouvrir le garage, lui qui est un peu trop vieux pour s'ajuster à tout ça. Et on nous a dit que le temps déboulait vite, mais en même temps, sa femme était partie un peu avant lui, elle a vivé le feu, elle aussi, qui sait, quelque part dans un paradis. S'il n'y a pas de feu, il va s'ennuyer. Son fils, âme d'artiste, forgeait sa vie en ville, dans les arts et la musique. Ah, c'était l'heure de fermer boutique, d'en placarder les litres. C'est fini. Il y avait des géants de l'immobilier qui rôdaient, qui tiraient leurs bretelles de béton armé jusqu'au seuil des quartiers, des armées. Il a regardé ces vieux outils sur les murs, ces outils que quelques-uns avaient fabriqués, qui avaient encore les mains trempées dans les manches d'outils. Il y avait ces vieilles machines qui avaient patenté, là, qui étaient dans le silence. Puis il s'est dit, avant de se laisser, avant de se dire au revoir, adieu, on se fait une fête, on se fait une veillée. On va se faire une petite veillée. Il a pensé à son vieux père, les souvenirs qui lui venaient. Son vieux père qui n'a jamais oublié le dernier geste. Il avait un peu largué en même temps, fanfaron. Un jour, je te souhaite d'en faire autant, mon petit garçon. Il a ouvert un vieux coffre de bric-à-brac où on met toutes sortes de choses qu'on pense qu'on va servir un jour, mais qui jamais, souvent, ça sert à quelque chose. Et on les garde au cas où. Mais il y a quelque chose qui a servi des hommes. Et regardez, il y avait des petites lamelles d'acier, bien fines. Ah, il était beau. C'était de la bonne acier. Il en a goûté encore un petit morceau. L'acier était bon. Il y avait même des petites senteurs tapiteuses qui en émanaient. C'était celle qui avait servi dans le corset, dans le premier corset de sa femme. Il avait toujours gardé ça, mais il avait une petite acier comme ça. On ne sait pas ce que ça peut faire. Il a pris un petit soufflet qui était dans le fond. Ah, un petit soufflet que son père avait donné pour l'émission métier. Un petit soufflet pour attiser le feu. Il n'était pas brisé, il ne va pas jeter ça. De temps en temps, il passait au petit flot qui venait fureter à force fasciné par le feu, la magie du lieu, des étincelles. Il a pris le petit soufflet, il l'a démonté. Il en a gardé le milieu.
J'ai regardé dans un coin, ah oui, il y avait le restant du siège du vieux boguet. Hein, c'était de l'érable piqué, il fallait pas jeter ça. La belle érable était toute était toute luisante. Elle avait le piqué, on ressortait parce que sa femme l'avait tellement poncé de ses jupons, elle aussi piquée. Puis tu avais poncé ça, puis ça avait venu que c'était brillé comme un petit soleil, ce beau-là. Il fallait pas jeter ça de la belle érable comme ça. J'en ai coupé 2 petites planchettes avec une scie qui demandait de pas mieux que de couper un peu, puis de brosser les dents, rouillées sur du bois franc. Il a pris les 2 petites planchettes, il a pris des petites lamelles, il les a regardées, il a pris des ciseaux, il en a coupé 10 parties. 2 petites lamelles. Il a fait des petites anges. Puis les anges du corset sont devenus des anges fines de musique. Puis il a remonté sur les 2 planchettes de bois. Puis il a pris les 2 planchettes de bois, remonté des petites anges fines sur chaque côté du petit soufflet, puis il les a racolés ensemble, il les a collés, il les a vissés, puis il les a fermés. Puis le petit soufflet, en le fermant, les petites lamelles se sont mises à vibrer. Là, il s'est étiré comme si c'était une âme qui renaît. En s'étirant, il a fait encore vibrer les petites lamelles d'acier. Il en est sorti une musique si entraînante, puis vivante, même qu'on aurait dit que ça sortait comme d'une sorte de petit accordéon à boutons. Et sur les murs, les vieux outils, les toiles d'araignée se sont mis comme à bouger en entendant cette musique qui sortait en cadence. Ils sont rentrés comme en espèce de transe. Puis là, ça s'est mis à bouger sur les murs. Et les cisailles et les tonnerres se sont mis à serrer la pince, heureuses de se dérouiller. Et les maillettes et les masses sont devenues complètement marteaux. Ça s'est mis à cogner sur les murs. La bastringue a soulevé une bastringue sur l'établi. Et là, tout ça, ça s'est mis à bouger. Puis le vieil Bouddha, artisan, s'est dit, tiens, j'ai réussi ma vie. Hein? Allez, mes vieux amis, là, il leur a calé, fier de s'éveiller. Allez, compagnons, on est encore en vie, soignez ma compagnie. J'étais artisan de la belle ouvrage, mais soignez-en un témoignage. Quelque part dans le ciel, il y a un nuage qui s'est tassé, puis peut-être une tête de vieux bonhomme fanfaron qui a regardé, puis a fait un clin d'œil en lui disant, t'as réussi à m'accoter, mon petit garçon. On va se revoir un peu plus tard. Et on dit que dehors, les géants se sont retirés. Un peu envoûtés par cette espèce de musique qui sortait de ce lieu antique, extraordinaire d'une vieille boutique. Et on dit que c'est comme ça qu'est arrivé pour la première fois l'accordéon qu'on a entendu dans les villages, dans les maisons. Pas arrivé des bateaux des vieux pays, mais d'une vieille forgeron. En se promenant de temps en temps quelque part, on peut en entendre quelques sons quand on prête l'oreille dans le vent. Qui le vent a tourné, et des fois il peut revenir aussi, d'une autre façon. Et je ne sais pas s'il a joué l'air que je veux vous jouer un petit peu, juste pour faire un petit plaisir. Il s'appelle Le Rire des Pionniers. Et ça se pourrait bien, parce qu'il a bien joué souvent, quand on l'entendant, vous allez dire, oh mon Dieu, on a entendu ça dans le temps. Si vous voulez un peu taper dans les mains, ça va encourager la maison. 1, 2, 3, 4. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission de la Culture en action de cette semaine où on a eu l'occasion de rencontrer Jocelyn Bérubé dans le cadre des Conteries de Charlevoix, cet événement qui est là depuis 5 ans au Carrefour culturel. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. N'oubliez pas qu'on a toujours nos expositions qui sont accessibles et nos différentes activités tout au long de l'année.